Chers amis d'Omerta, je me trouve aujourd'hui à Tchassiviar. Tchassiviar, c'est en ce moment le point le plus chaud du conflit russo-ukrainien. Nous préparons le prochain reportage que vous pourrez retrouver dès maintenant dans leur série d'Omerta, leur série numéro 2, Ukraine, la guerre sans fin. Dans ce numéro exceptionnel, vous allez pouvoir retrouver 3 ans de reportage d'Omerta sur l'intégralité des 1200 km de la ligne de front, de Kursk à Lugansk, à Donetsk, jusqu'à Kherson. Dans ce magazine aussi, vous allez retrouver les meilleures analyses, les meilleures prospectives de ce conflit, notamment avec la participation des experts du Centre français de recherche sur le renseignement. Pour nous soutenir et pour qu'on continue notre travail, pour qu'on poursuive notre travail sur le terrain, eh bien alors procurez-vous ce magazine dès à présent en prévente sur notre site internet www.omertamedia.fr. Merci et à très vite. Bonjour à tous nos abonnés Omerta. Aujourd'hui, c'est l'heure, un nouveau Zone Rouge avec Karl Zero. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour. On vous reçoit pour la 2e ou 3e fois, des vidéos qui font beaucoup de vues. On est très content de vous recevoir, merci beaucoup. Il me semble que mes amis d'Omerta m'aiment beaucoup, je ne sais pas. Ah, ça, je confirme, c'est vrai que vous étiez attendu et on est très honoré de vous recevoir encore. Et du coup, je pense que ça va faire énormément plaisir à nos téléspectateurs. Je connaissais pas, avant d'avoir commencé à faire des vidéos avec Omerta, je connaissais pas. Maintenant, je suis Omerta et j'adore. Vous avez un bonjour de Charles qui est en ce moment sur le front. Oui. Donc, on prend une grosse pensée à Charles qui risque sa vie, là, en ce moment, pour une prochaine surprise qu'on vous annoncera bientôt. Donc, grosse pensée à Charles. J'ai vu, il m'a envoyé quelques vidéos, pas piquer des verres. Ça, c'est peu de dire. C'est vrai que c'est chaud. Vous pouvez d'ailleurs retrouver dès à présent notre nouveau magazine en prévente, Ukraine, une guerre sans fin, qui est disponible sur notre site internet. Et pour ce nouveau format Zone Rouge, vous pouvez retrouver la première partie ici sur YouTube et la 2e partie en exclusivité sur notre application. Voilà, donc on va commencer avec vous, Karl Zero, votre nouveau magazine, L'envers du décor, le numéro 14. L'envers des affaires. Ah, l'envers des affaires, excusez-moi. C'est un peu aussi l'envers du décor. C'est le but du magazine, c'est d'expliquer ce que les autres racontent pas. C'est qu'est-ce qui se passe. C'est de l'actualité, mais qu'on ne peut pas lire ailleurs. C'est un peu comme ce que vous faites dans Omerta ou plein d'autres d'ailleurs aujourd'hui. C'est toute cette résistance, on va dire, aux médias traditionnels, on va dire. Sauf que vous allez vraiment dans le fond, pour le coup, on peut dire que vous explorez les sujets à fond. Oui, puis le fait que ce soit un trimestriel permet de travailler plus longtemps, souvent les enquêtes, et de revenir à une forme aussi que j'aime bien, moi, parce que je suis un vieux, donc j'aime bien la chose écrite, j'aime bien cet univers-là. On va commencer avec l'affaire Le Skwarnek, qui fait beaucoup parler d'elle en ce moment. Lundi va s'ouvrir le procès. Lundi, le 24, où on entendra 299 victimes. Et pendant 30 ans, justement, Joël Le Skwarnek a sévi dans plus de 18 hôpitaux, c'est bien ça? Oui. Sans être inquiété, malgré de nombreux rebondissements dans l'affaire. À votre avis, qui porte la plus grande responsabilité dans cette affaire? Bon, bien sûr, le Skwarnek, le chirurgien qui a quand même violé, en fait, il a violé 312 enfants alors qu'ils étaient semi-comateux à cause de l'anesthésie. Alors il les violait soit sur la table d'opération, soit en salle de réveil. Donc c'est lui, évidemment, le premier coupable. Mais le but de l'enquête et le but de cette couverture de l'envers des affaires sur le Skwarnek, c'est de dénoncer le silence, l'omerta autour, c'est le cas de le dire, l'omerta autour des agissements de cette ordure. Parce que ce monsieur a pu faire ça impunément, alors qu'il avait été signalé dès 2004, il avait été condamné à 4 mois de sursis pour détention d'images pédopornographiques, suite au signalement du FBI. C'est même pas les Français qui ont dit « tiens, le Skwarnek est bizarre ». Non, c'est le FBI qui a repéré une sorte de réseau pédocriminel qui se nourrissait d'images pédopornographiques de 2400 personnes en France, parmi lesquelles Joël Le Skwarnek. Donc du coup,
il s'est fait attraper, il a été jugé par le tribunal de Vannes, vite fait, bien fait, il a pris 4 mois avec sursis, et s'en est resté là. Et là où ça devient intéressant, et que ça va, vous allez voir que ça a un lien avec l'affaire de Betaram, qu'on reproche aujourd'hui à François Bayrou, entre autres, d'avoir couvert, en tout cas ce silence qui hurle, il est le même dans l'affaire de Le Squarnec. Parce que, normalement, quand un médecin comme ça, pédiatrique en plus, chirurgien pédiatrique, qui s'occupait d'appendicite, quand un mec comme ça tombe, le tribunal est obligé d'informer l'ordre des médecins. Déjà, il y a un dysfonctionnement, bizarrement, ils ne sont pas mis au courant. Un oubli. Un oubli. Et c'est souvent comme ça, dans ces histoires-là, c'est toujours « Ah ben non, mais c'est une connerie, désolé ». Mais en fait de conneries, ça va quand même un médecin qui s'occupe d'enfants, qui est tout le temps fourré devant des sites pédopornographiques et qui il ne produit pas lui-même d'images, mais il les héberge et d'autres peuvent les voir et ainsi de suite. Donc c'est quand même suffisamment grave pour qu'ils soient radiés, qu'on prévienne l'ordre des médecins. Bon. Finalement, on ne prévient pas l'ordre des médecins. Mais 2 ans plus tard, l'ordre des médecins, sur un signalement d'un psychiatre qui travaille dans le même hôpital que le Squarnec, va être prévenu. Et l'ordre des médecins, là au niveau départemental, va décider de le recevoir. Ils le reçoivent et ils le trouvent finalement formidable, très utile, très sympathique, très bon chirurgien. Ils le conservent, ils étouffent le truc. Ça monte au niveau régional, même chose, rien ne se passe. Ça monte au niveau national, même chose, rien ne se passe. Il faut rappeler que l'ordre des médecins, dans toutes les affaires de pédocriminalité, à chaque fois qu'il y a un signalement d'un médecin par rapport à tel ou tel de ses patients en disant « je pense que là, il y a pédocriminalité », le médecin en question se fait suspendre. Combien ai-je d'amis médecins, je pense à Eugénie Izard, des pédopsychiatres, qui se font suspendre 2-3 mois, mis au banc de la société, interdiction d'exercer, parce qu'ils ont signalé. Combien de médecins avec qui j'ai pu parler qui m'ont dit « ah mais non ». Mais on préfère ne pas, même si on sait, même si on voit, on préfère ne pas signaler parce qu'on sait qu'on va avoir des emmerdes. L'ordre des médecins a, de même que l'Église catholique dans Betaram, mais a vraiment une opération main propre à effectuer. Mais l'histoire n'est pas finie. Alors l'ordre des médecins se dit qu'est-ce qu'on pourrait faire ? On pourrait envoyer le truc à la DAS, l'ancêtre de l'ASE, qui s'occupe des enfants, et la DAS décide de s'en laver les mains et de ne rien faire. Et finalement, ça remonte au ministère de la Santé. Au ministère de la Santé, ils se disent qu'il faut faire quelque chose. À l'époque, c'est Xavier Bertrand qui est ministre de la Santé. Eh bien, vous êtes bien assis, rien ne sera fait. Finalement, ça a fait tous les échelons. Des gens qui sont là pour surveiller, pour empêcher un prédateur sexuel d'agir. Surtout, là, c'est un serial violeur, quoi. C'est de la folie. Rien n'aura été fait. Donc, c'est exactement la même histoire que ce qu'on vit avec... ce truc de Betaram, il y a 30 ans, mais qui a perduré au cours des années. Donc, ce que je trouve positif dans cette histoire, c'est évidemment pas les viols, mais c'est le fait que maintenant, ça atteigne un tel sommet, puisque on peut quand même imaginer qu'on va obliger un Premier ministre de la France à démissionner sur une affaire de pédocriminalité. Quand on a commencé le combat, je vous parle il y a 20 ans, on en était très très loin, on se prenait claque sur claque. Traité de complotiste. Un scandale. Oui, non, mais on s'est fait bananer sur toutes les histoires. Ils nous ont trimballés, fait passer pour des guignols, mais toutes les assauts, tous les lanceurs d'alerte, les députés qui essayaient de dire quelque chose, après... Alors, au début, ils étaient chauds et tout, et puis après, ils me disaient tu sais, c'est dur, je ne vais pas y arriver. Ben oui, parce qu'il y a ce truc qui est en chacun de nous, finalement. C'est la peur de dire les choses, parce qu'on a peur pour sa carrière, on a peur pour... Et il faut renverser ce système-là. Il faut que les gens puissent parler en sachant qu'ils seront protégés, qu'ils ne seront pas considérés comme des complotistes ou des fous ou des menteurs. Et puis, il faut qu'on écoute les enfants. Il faut revenir à ça, c'est la base, c'est qu'on n'écoute plus les enfants. Quand un enfant, ça, il faut en parler avec Michel Hamas, cet avocat qui défend justement tous les gosses violés dans le cadre des affaires de l'ASE. On n'écoute pas les enfants, et on n'écoute pas les enfants depuis l'affaire d'Outreau. Donc tout est lié. Tout un système qui a été mis en place
à ce moment-là, au moment de Betaram, au moment de Le Squarnec, fin 90, début 2000, c'est ce système-là qu'il faut faire péter. Justement, on ne peut pas avoir peur de défendre des enfants, même pour sa carrière, je pense que ça peut être même tout à fait honorable. Ils ont peur de quoi, concrètement? Ils ont peur des ennuis que ça peut générer. Parce que, en fait, ils ne savent pas très bien. Ils se disent, tiens, un tel est sans doute fait du mal à des gosses. Mais ils ne savent pas quelles sont les relations que peut avoir, je veux dire, dans la haute, dans la bonne société, que peut avoir ce chirurgien, en l'occurrence. Est-ce que ça ne va pas, par raccro, me faire des emmerdements dans ma vie Et donc, il y a une peur. Mais autrefois, et encore, malheureusement, aujourd'hui, même au niveau des familles, il y a cette omerta. Tonton a fait ci, grand-père a fait ça, mais bon, n'en parlons pas de vagues. J'ai fait une petite tribune, je disais, il n'y a jamais eu de vague, mais combien il y a eu de noyés? Ça, je remercie le Saint-Esprit de m'avoir soufflé cette... Mais c'est exactement ça. On a des plages jonchées de noyés, mais il n'y a pas eu de tsunami. Donc il y a un problème. Évidemment qu'il y a le tsunami. Évidemment. Il y a eu, mais depuis des générations et des générations. Betaram, je vois bien le système. Moi, je suis issu d'une école qui était une école catholique, dirigée par des frères qu'on appelait les frères quatre bras. Et entre nous, on en rigolait entre gosses. On disait, ah, tu sais pourquoi ils ont quatre bras? Parce qu'ils ont deux mains dans nos culottes. Et c'était vrai. C'était en permanence. Il y avait cette espèce de truc. Mais on ne pouvait même pas en parler à la maison, quoi. C'était juste un truc presque normal. On ne parlait pas de ces trucs-là. Et pourquoi justement? Mais parce que ça ne se faisait pas dans la bonne société, ou même d'ailleurs dans une moins bonne société. C'était un truc, ça ne se dit pas. Est-ce que maintenant ça se dit plus du coup? Ah, maintenant, grâce au travail qu'on a fait depuis toutes ces années, ça commence à pouvoir se dire vraiment. Mais ce qui s'est passé avec les femmes et MeToo, il faut que ça se passe avec les enfants. Parce que les enfants, quand même, c'est notre avenir. C'est ce qu'il y a de plus sacré, un enfant. Donc, on ne touche pas aux enfants. Ça, c'est important. Mais pour qu'on ne touche pas aux enfants, on attend indéfiniment des pouvoirs publics qui bougent un peu. Alors là, peut-être, suite à cette affaire de Betaram, ils vont commencer à bouger un peu. Ou peut-être suite à Le Squarnec, ils vont se dire, oui, c'est vrai qu'il y a un problème. On ment tous tout le temps. Donc à un moment, on va arrêter de mentir et puis on va dire, bon, ok, c'est vrai, on a été des grosses merdes et ok, on écrase, on fait opération patte blanche, main propre, ce que vous voulez. Mais en attendant, nous, depuis le temps qu'on lutte, qu'on essaie d'obtenir quelque chose, que les lois changent, des propositions de mesures, ça fait 5 ans qu'on en a envoyé, je ne sais pas combien, 28, personne n'a répondu. Quand on avait fait un manifeste, 1 sur 5, il y avait 13 propositions. Ben, ces 13 propositions, on les a proposées aux candidats aux dernières présidentielles. Bon, déjà la moitié, ils ne sont pas venus, genre, ah non, j'ai piscine. Et les autres, ceux qui sont venus, bah, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont mis dans leur programme? Rien. Ils ont baissé la majorité sexuelle. Ça, oui, ils l'ont mis à 15 ans. Ils voulaient la mettre à 13. Là, on avait gueulé comme des putois, on a obtenu que ça reste à 15 ans. Mais c'est fou de gueuler pour que... Enfin, on n'arrête pas de gueuler. Là, il y a un autre scandale, parce qu'un scandale chasse l'autre, parce que c'est partout dans les ASE en ce moment. Qu'est-ce qui se passe? Il y a 20 000 enfants mineurs qui sont normalement surveillés par l'ASE, qui se prostituent. Qu'est-ce qu'on fait contre ça? Rien, ils le savent pertinemment, mais rien. Donc, à force, après on dit oui, Carl Zéro, il est fou, il est complotiste, il voit des réseaux partout. Je ne vois pas de réseaux partout, je vois des réseaux là où il y en a. Je dis voilà, on utilise, c'est juste être de bon sens, quoi. Bordel, j'allais dire. C'est le cas de le dire. Sur l'affaire Betaram, est-ce que Bayrou il va réussir à s'en sortir? Ou est-ce que, à votre avis, ça y est, c'est... J'espère qu'il va sauter. Parce que là, vraiment, ça serait, on sabrerait le champagne. Mais, après tout, il n'est pas plus fautif qu'un autre. Ils étaient tous dans le même système. Ça tombe sur lui. Et lui, très habilement, parce qu'il est tout sauf con, sinon il n'aurait pas louvoyé comme un vieux rat mort pendant 50 ans dans la politique pour enfin, à l'âge de je sais pas quoi, de 74 ans, être Premier ministre. Il est malin. Donc il a renvoyé à l'Assemblée la patate chaude vers Elisabeth Guigou et Ségolène Royal. Alors Ségolène, pourquoi? Il lui en voulait, parce que elle est allée raconter sur BFM une anecdote assez précise qui est mal passée chez Bayrou, qui est que le père Katira,
qui était donc le directeur de Bétarame, était allé réveiller un enfant pour lui dire « ton père est mort, il faut que tu te prépares pour aller à son enterrement ». Et donc il le fait se lever et il lui dit « tu vas prendre une douche » et il profite de la douche pour le violer. Ah. Et que ça, Bayrou est mis au courant par le juge de ce genre de pratique, mais que Bayrou n'en parle pas. Ségolène a raconté ça sur une antenne, donc il en veut à Ségaud. Sur Élisabeth Guigou, là où il est malin, c'est qu'Élisabeth Guigou, d'abord, chacun se souvient que... enfin, chacun se souvient, non, il faut que je raconte. L'affaire des CD-ROM de Zandvoort. C'était des CD-ROM qui avaient été trouvés en Hollande et qui avaient été transmis à la police hollandaise, belge et française, et envoyés à la chancellerie française. Puisque, comme le rappelait je ne sais plus qui à l'Assemblée il y a 2 jours, dans ces années-là, on est en 2000, tout passait par la chancellerie, donc le garde des Sceaux était au courant de tout ce qui se passait en France. Élisabeth Guigou a donc reçu, au début c'était un CD-ROM, puis à la fin il y en avait plusieurs, et c'était des images de viol d'enfants. Il fallait donc, le but de la justice, de la police, c'est identifions au niveau européen ces enfants. Et des familles françaises disent « Ah ben nous, on a un enfant qui a disparu, on aimerait bien voir les CD-ROM ». Alors, ils organisent une sorte de tapissage, ils mettent les photos, pas des actes sexuels, mais des portraits des enfants, et ils font venir les familles. 62 familles françaises vont reconnaître un enfant et dire « c'est notre petit, je sais pas, Fabien ». Ah ben non, c'est un sosie. On va leur répondre à tous, c'est un sosie. Fermez le banc. Et quand on dit à Élisabeth Guigou, quand elle est invitée au JT, et on lui dit alors, vous êtes au courant de ce... Eh bien j'attends qu'on me l'envoie, je devrais le recevoir, elle l'a déjà depuis 1 an. Ça veut bien dire qu'elle est dans cet univers de politique de cette époque-là qui couvrait ces affaires de pédocriminalité. Fallait pas que ça sorte. D'ailleurs, aucune affaire ne sortait jamais, il faut quand même s'en souvenir. Rien. L'omerta était absolue, c'était l'étouffoir. Et donc, notre rôle depuis toutes ces années, c'est à chaque fois de signaler, non, vous vous trompez, il y a un truc. Il faut arrêter de faire croire qu'en France, il ne se passe rien. Et le résultat, c'est qu'aujourd'hui, c'est Pédoland. Donc, on dit ils se couvrent tous entre eux, mais pour vous, qui est le tous? Mais le gouvernement? C'est pas que le gouvernement, cette classe politique a toujours pris des pincettes. On dit qu'il faut une longue cuillère pour manger avec le diable. Bah, eux, ils ont de longues pincettes les uns envers les autres, parce que malheureusement, il y en a qui ont ces déviances-là, il y en a qui ont d'autres déviances, il y en a qui ont fait des escroqueries en tout genre au cours de leur carrière, et ils se tiennent tous les uns les autres, et le premier qui dégaine s'en prend une, et ainsi de suite. Ah, tu veux y aller, tu vas voir, moi je vais sortir ça sur toi. Et donc du coup, tout le monde écrase, notamment dans ces histoires-là, parce que ces histoires-là, c'est quand même le plafond de verre absolu. C'est-à-dire, s'il pète, tout pète. Et c'est là où c'est intéressant en ce moment, parce que ça monte jusqu'au Premier ministre. Alors lui n'est pas évidemment pédophile, mais par contre il a couvert. Or, ceux qui ont couvert, c'est la même chose que dans le Squarneck, ceux qui couvrent ce genre d'histoire-là sont aussi coupables, enfin un peu moins, mais ils sont quand même coupables d'avoir laissé des enfants se faire violer. Il faut dire les choses clairement. Or, on nous raconte des conneries depuis 20 ans, en nous disant « Ah mais non, ça n'existe pas ». Combien de fois je me suis fait jeter de partout quand juste j'expliquais qu'il y avait des réseaux pédophiles. Ah non, mais il n'y a pas de réseau pédocriminel, ça n'existe pas. Mais évidemment que ça existe. Bon, donc là, on n'est pas dans le cadre d'un réseau pédosatanique, parce qu'ils disent « Ah oui, mais vous voyez des crimes rituels ». Ça existe aussi, ça. Mais là, on n'est pas... Là, c'est dans le cadre... C'est beaucoup plus, je dirais, commun. C'est dans le cadre de l'école, en l'occurrence catholique, mais ça peut arriver dans d'autres écoles. Rappelons-nous l'histoire de Romain Farina, qui était à la fois franc-maçon, directeur d'une école, qui donnait des cours, qui a violé 25 gosses et qui a été pas puni et muté à 5 km dans une autre école, où il a continué. Avec les enfants. Avec d'autres enfants. Et il en a violé 25. Il en a reviolé 25. Et là, il s'est fait prendre, on l'a mis en cabane et il s'est suicidé. Fin de l'histoire, personne n'en a parlé. C'est resté un tout petit épiphénomène.
Et là, on n'était pas dans une école catholique. C'est pour dire que c'est dans toutes les écoles. D'ailleurs, j'ai vu qu'ils avaient créé une commission spéciale là-dessus, et qu'au début, ils voulaient le faire que sur les écoles catholiques, et que là, la droite a gueulé à juste titre en disant non, il faut que ça soit toutes les écoles. Oui, parce que bien sûr. ces trucs-là se passent au sport, à la musique, dans toutes les activités que font les gosses. Dès qu'il y a des gosses, en fait, il y a des prédateurs pas loin. Voilà. Y compris dans la médecine, y compris dans les religions, y compris... Bon, c'est là où il faut bien ouvrir les yeux. Et c'est là où il faut parler. J'invite les gens à parler. Dès qu'ils voient un truc bizarre, il faut le dire. Parce qu'ils gardent ça pour eux, c'est incompréhensible. C'est quand même leur gosse, quoi. Mais le dire à qui? Comme vous avez expliqué, c'était pas facile. Voyez ce que tu disais, que c'était... Un signalement. Un signalement. Signalement aux gendarmes, signalement à la police. Un signalement, écrire. Dire, signaler bon, sauf si c'est lui, là, en l'occurrence le directeur Bétaram, pas à lui, mais à un autre. Ou écrire je ne sais pas, à n'importe qui dans le système de l'éducation nationale peut intervenir, faire quelque chose. Mais comment on peut signaler? Comme ils se couvrent tous. Si à l'ordre des médecins, après, ça remonte jusqu'à l'ordre des médecins. Oui, mais après, les écrits restent. Ouais. C'est vrai que là, c'est des choses qui ressortent maintenant, peut-être trop tard, mais ça sur ressort. Bétaram, les écrits sont restés. Bayrou, il dit « Ah ben j'étais pas au courant ». Et maintenant tout sort, on voit que même dès 93, pour une histoire de claque qui a provoqué perte d'un tympan à un gosse, il a été au courant, évidemment, et les écrits restent. Il faut se manifester. Dans l'affaire Le Squarneck, les écrits sont restés. Il y a eu des échanges qui ont été suivis d'aucun effet. Il y a même au sein de... On parlait de comment même le ministère de la Santé avait lâché l'affaire. Il y a eu une note blanche, comme au RG. Une note blanche qui est sortie, qui a dit « Bon, ça aurait été bien de le virer, mais maintenant que c'est pas fait, eh ben, on peut plus le virer. » Qui a écrit cette note blanche? On veut des responsables, on veut... Espérons qu'au procès, ils vont en parler, mais moi, ma crainte, c'est qu'ils ne parlent pas de ça. Au procès, ils vont recevoir les 299 victimes et qui vont s'exprimer, qui vont dire leur mal-être, leur surprise quand elles ont appris qu'elles avaient été violées, parce que beaucoup ne savaient pas, en plus, vu qu'elles étaient sédatées au moment des viols. Donc pour elles, ça a été affreux, puisque évidemment, elles ont vu débouler des gendarmes qui leur disent « Ah ben, le 10 avril 1996, vous avez été opéré par Le Squarneck ?» Oui. Eh ben, il vous a violé, regardez, voilà un extrait de ses carnets où il raconte exactement ce qu'il vous a fait, puisque ce fou de Le Squarneck, il était très méticuleux et il notait tout ce qu'il faisait. Tout. C'est d'ailleurs impubliable. Hein, à ce point-là? Il y a quelques extraits justement dans votre magazine. Ouais. J'ai lu Je suis pédophile et je le serai toujours. Ouais. Est-ce que vous pensez qu'il éprouve des remords ou qu'il va en éprouver après les 299 Absolument victimes? aucun. Pour lui, la pédophilie, comme il dit, la pédocriminalité, comme il faut dire, c'était chevillé au corps. Et il dédie l'ensemble de ses carnets à tous ses amis, les pédophiles de France et du monde, qui sont pourchassés, il est presque dans une quête mystique autour de ça. Il est véritablement fou. Mais il n'est pas jugé par les psychiatres comme fou. Du coup, il répond de ses actes. Mais aussi, il y a un truc qui est mal fait. Il va répondre de ses actes. Il est déjà passé en procès en 2020 pour 4 viols de petites. Rien à voir. Également. Hein? Ses nièces également, ouais. Oui, dedans, il y a ses nièces dont une des deux témoigne dans l'envers. Et il a pris 15 ans. Et là, le maxi qu'il peut prendre en plus, c'est 5 ans. Donc, en tout, il aura 20 ans. Bah, là aussi, c'est pas normal. Il faut peut-être changer la loi. Un gars comme ça, il faut se reposer 2-3 questions sur une véritable peine incompressible d'au moins 30 ans. Mais justement, pour revenir justement sur ce que vous disiez, parce qu'on parle d'un monstre, il n'y a pas d'autre mot pour le qualifier. Oui, vous dites qu'il y a des choses qu'on ne peut même pas dire ou diffuser. Là, on est sur Omerta. Est-ce qu'on peut savoir un exemple ou une portion d'atrocité qui disait ou qui l'a faite ou écrite? Bah, attends, je vais reprendre des extraits. Ce que j'ai publié. Ce qui m'a choqué, c'était sur les poupées, il me semble. Ah oui, non, mais les poupées, c'est absolument délirant. Au bout d'un moment, comme il est largement repéré, mais qui n'est pas poursuivi, et qu'il a de plus en plus de mal à agresser des enfants dans le cadre de sa fonction de chirurgien, alors il se crée une sorte d'univers sexuel chez lui avec des poupées de différentes tailles, à qui il donne des petits noms, à qui il fait des petits cadeaux. Et alors il leur a fabriqué lui-même
parce qu'il est bricoleur à ses heures, un faux sexe. Donc il leur fait l'amour. Et puis, aux poupées, bien sûr. Et puis de temps en temps, il s'excite trop. Alors il casse le bras de la poupée, alors il la jette, ou il lui fait un petit mausolée. Non, mais il est devenu... Un mausolée? Oui, il est devenu totalement fou. Mais totalement fou. Et il cache ses poupées, il les emmène à l'hôpital. Non, mais il y a un texte là-dessus. Il les emmène sur le travail Bien sûr, bien sûr. Oui. Voilà, juste avant qu'il tombe, 10 avril 2016, 16h, je filme ma pièce de vie. Alors, il habitait finalement à Jonzac, en Charente-Maritime, dans un truc en rez-de-chaussée terrifiant. Il y a mes 3 petites filles, donc des poupées sexuelles. Ma table avec mon verre plein de whisky, ma plaquette de Nicorette, il arrêtait de fumer, j'imagine, mes 2 miroirs qui reflètent si bien mes attributs virils et mon corps de vieux superbement bronzé, mes DVD d'opéra et de ballet, mon piano, ma télé, mon ordinateur qui me permettait de voir tant de films, ma couverture bien crade et coussins raidis par la crasse, mon bloc à spirale où je note tout ce que je fais, ma vie, toute ma vie de vieux pédophile, résumée en une seule pièce, je suis bien. Incroyable, incroyable. Voilà. Et le mec, ah merde, la petite a une appendicite, vite, on va à l'hôpital. Boum, elle tombe sur le Squarneck. Et voilà, et après, bon, tout est que... Tu vois, bon, 14 mai, 10h20, j'entre dans la chambre de haine, j'ai l'agréable surprise de la trouver seule. J'ai découvert son bas-ventre, prétextant de savoir si elle avait toujours des brûlures en faisant pipi. L'avantage des petites filles de cet âge-là, entre 3 et 10 ans, c'est qu'on peut les toucher sans qu'elles se posent trop de questions. Non, mais voilà, il a pris que 5 ans de plus. Et il Ouais, va prendre, à l'arrivée, 5 ans le maximum. procès va durer 4 mois. 4 mois. Donc pendant 4 mois, on va entendre les victimes. Bon, elles n'ont pas grand-chose à dire puisqu'elles ne se souviennent pas. Mais elles raconteront quand même que une fois que les gendarmes sont passés et qu'elles ont appris qu'elles avaient été violées, eh ben elles ont compris plein de trucs sur leur vie depuis. Les douleurs psychologiques, les dépressions, les difficultés dans les relations sexuelles, ou les éventuelles déviances qu'elles-mêmes ont pu rencontrer par la suite. C'est très lourd. Mais ça ne suffit pas. Ce n'est pas juste que le monstre soit face à ses victimes. C'est aussi que les gens qui ont couvert le monstre soient un jour jugés, qu'il y ait quelque chose. Et ils en sont conscients. Le procureur de Lorient, il a ouvert en 2020 une enquête préliminaire pour rechercher justement ces éventuelles couvertures. Comment. Mais en 5 ans d'enquête préliminaire, on en est toujours au préliminaire justement. Il ne se passe rien. C'est-à-dire, il n'y a personne. Justement, en France, on n'est pas... Est-ce qu'on peut dire qu'en France, les pédocriminels jouissent d'une impunité? Ah, à tout le moins, bien sûr. Bien sûr. Parce que j'ai l'impression que les gens ont plus peur de faire une fraude fiscale que d'être pédocriminel. Ah oui, parce que là, tu es plus lourdement puni. On le voit... Alors, là, c'est vraiment selon que tu es puissant ou misérable. Si tu es puissant, alors c'est comme le Squarneck. 4 mois avec sursis. Tout le monde se souvient du lamentable magistrat de Dijon il y a 2 ans. 4 mois avec sursis? 4 mois avec sursis au début, pour sa première truc d'image pédo. Ok, chez lui. Le magistrat de Dijon, 2 ans avec sursis, parce qu'il avait mis en vente sa propre fille sur Internet, qui a 11 ans, 12 ans. Mais du sursis. En revanche, si c'est des gens qui viennent d'un milieu plus simple, alors là, ils prennent plus lourd. Donc là, mais surtout, aujourd'hui, comme personne ne veut de problème, et c'est ça qu'on essaie de faire exploser quand même, les magistrats, quand il y a une histoire comme ça, ils y vont à reculons. Parce qu'ils ont peur qu'on leur dise « Ah, mais non, c'est comme Outreau, vous allez faire tomber quelqu'un qui en fait... les enfants ont menti, cette personne est innocente, c'est affreux, vous brisez une vie, vous ne vous rendez pas compte. » Mais mon cul, dans les 3/4 des cas, c'est quand même des coupables. Et donc il faut qu'ils soient punis, ces gens-là. Je parle mal, je dis des gros mots tout le temps. Mais on en arrive à un point où on se demande est-ce qu'on doit punir les criminels? Ça devient fou. La justice marche totalement sur la tête par rapport à ces affaires de pédocriminalité. Je crois que tout le monde l'a compris. On ne protège pas les gosses. On ne les écoute pas, on ne les protège pas, et on devrait avoir honte. Honte. Est-ce qu'on ne donne pas un peu envie, finalement, de le faire à certains prédateurs quand on voit ce qui peut leur arriver?
donner envie, ça serait aller un peu loin, mais ils savent qu'ils risquent pas gros. Donc ça peut à pousser l'évidence, y aller. s'il y a vraiment des lois et qu'on dit maintenant tu vas prendre cher, ils vont réfléchir à 2 fois. Vous pensez? Oh, bah ça, j'en suis persuadé. Parce qu'ils auront peur. Parce que s'ils savent que derrière, ils vont vraiment se retrouver pour 20 ans en cabane, même pour un délit moindre, là, ils vont se calmer, mais gravement, quoi. Parce qu'on a combien 2500 personnes qui regardent des images pédopornographiques, quelque chose comme ça en France? C'est pas 2500 personnes qui passent à 2000 l'acte? Non, c'est pas 2000. Là, dans cette affaire-là, Oui, dans le cette... FBI avait... Ah non, dans les dernières affaires, maintenant on en est à des millions. Donc on est face à... Parce que Internet, là on parle des années 90-2000. Hein. Aujourd'hui, avec Actuellement, Internet, on commande des viols en ligne. C'est vous qui disiez que toutes les 3 minutes, il y a une victime. Ah, toutes les 3 minutes. Ça, c'est les chiffres officiels, je ne les invente pas. Hein. Toutes les 3 minutes en France, un enfant est violé. Donc ça veut dire que toutes les 3 minutes, il y a un coupable qui viole un enfant et que toutes les 3 minutes, Il n'y a pas de condamné toutes les 3 il y a minutes. quelqu'un. Non, parce qu'il y a. Ça doit être de l'ordre. Des histoires qui vont vraiment. De viols comme ça, d'enfants qui vont vraiment au bout, il n'y en a que 4 ou 5%. Les gens comprennent et lâchent l'affaire. Tout est fait pour que ce soit le parcours du combattant et que le mec s'en tire toujours. Pour Betaram, est-ce que ça va enfin devenir un scandale politique ou est-ce que ça va s'étouffer Ça, c'est à voir. Il faut pas qu'il lâche. Je pense au petit gars de LFI. Moi, je suis pas spécialement LFI. Moi, je suis pas politisé. Moi, je suis pour les enfants. Mais là, ils ont mis le doigt sur un truc. Il faut pas qu'il lâche. Après, Bayrou est malin. Hein. Il va essayer de s'en sortir par tous les moyens. Mais c'est pas grave. Même s'il s'en sort, d'abord, il est ridiculisé parce qu'il a menti face à la représentation nationale au moins 4 ou 5 fois. Et secondo, le vent du boulet. Ils ont tous ressenti, tous les mecs qui ont des trucs à se reprocher des années passées, le vent du boulet. Et il y en a plein, et on les connaît, et tout le monde connaît leurs noms. Et ils savent qu'à un moment, ça va tomber sur eux. Et rien que ça me remplit de joie. Donc c'est un message d'espoir. Et c'est quoi leur nom du coup? Daniel Cohn-Bendit, Jack Lang, et ainsi de suite. On les connaît. On sait très bien. L'affaire du Coral en 82, elle a été étouffée. Mais même dans d'autres histoires, l'affaire du pasteur Doucet, donc c'était un pasteur qui avait créé une sorte d'église étrange, un peu évangélique, mais qui accueillait toutes les déviances sexuelles, notamment les pédophiles, et qui s'est fait assassiner, semble-t-il, sur ordre, et en tout cas par des policiers. Et tout ça parce que il allait révéler que certains politiques, qui sont d'ailleurs oubliés aujourd'hui, il y avait notamment Arpaillange qui était garde des Sceaux, et ces gens-là étaient liés à l'affaire du Coral en 82, où il y avait, là c'était un centre pour enfants inadaptés, et il y avait des voitures, c'était pareil vers les Charentes, et il y avait des voitures qui la nuit allaient de Paris aux Charentes, et il y avait des viols de gosses par des hommes politiques français, et tout ça a été couvert, etc. Donc, quand une affaire comme Betaram remonte aussi haut, tous les autres qui ont des trucs à se reprocher, ils flippent. Rien qu'ils flippent, je te dis déjà, t'as la banane, t'es content. Une personne qui tombe, c'est tout le système qui tombe ou c'est une personne qui tombe pour être... Une personne qui tombe... S'il tombe là-dessus, là, je te dis, c'est champagne, c'est énorme. S'il tombe pas, c'est pas grave, c'est mousseux. Parce que c'est quand même déjà pas mal. C'est la première fois qu'une affaire de pédocriminalité remonte aussi haut. Aussi haut. C'est quand même, il y a un débat à l'Assemblée. Tous les jours, il se passe de nouveaux trucs. On lui repose une question. Il se réenfonce. Il se refourvoie. Il renvoie la patate chaude à Guigou. Il fait tout ce qu'il peut. J'avais dit, Guigou, un jour aussi, elle tombera. Un jour aussi. C'est pas fou de se dire qu'on peut être content ou se réjouir du fait qu'ils vont juste avoir un peu peur que ça pète pour eux, alors que la plupart des cas, on les voit où ils sont carrément mouillés et pas jugés. Non, parce que, bien sûr, je comprends ce que tu veux dire. Bien sûr, on pourrait se dire, oui, on se réjouit pour un truc qui est annexe, mais c'est pas annexe.
c'est les plus hautes instances de l'État français. Et donc, le fait qu'une affaire de viol de gosse menace le poste même de Premier ministre, ça veut bien dire qu'il y a un problème, que ça existe. Ils nous ont toujours dit que ça n'existait pas quand même. Maintenant, on va dire les activistes anti-pédocriminalité, là, on a devant nous, on montre à la France que ce qu'on raconte depuis tant d'années existe. C'est déjà une très très belle victoire. Et après, on ne va pas lâcher. Dès lundi, on va manger du Le Squarneck. Et là, la question, c'est pour ça que j'ai fait toute l'enquête autour des protections dont il a bénéficié. C'est pas tant raconter le monstre, évidemment c'est le monstre, mais ça, j'ai raconté Dutroux, je l'ai même interviewé, j'ai raconté Fourniret, j'ai raconté Le Landais, j'ai raconté plein d'histoires de monstres comme ça. Mais maintenant, raconter les protections, alors on l'a fait aussi au travers d'Outreau, parce que Outreau c'était une protection de monstres aussi, qu'on a même fait passer après, pour partie, en tout cas pour des gens qui avaient été accusés à tort. Alors combien même, il y a eu 13 acquittés, et les victimes, les petits-enfants qui se faisaient violer à la Tour du Renard à Outreau, continuent à dire que 7 d'entre eux étaient coupables. Donc on a acquitté les gens qui étaient coupables. Et là encore, c'était le système. On a même fait une ridicule commission d'enquête qui était diffusée à la télé, en live, où chacun venait dire « oui, il ne faut plus écouter la parole des enfants, ils mentent, etc. » C'est pour ça que j'avais une dent contre l'ancien garde des Sceaux Dupond-Moretti. C'est quand même lui qui est arrivé à Outreau pour retourner cette affaire d'Outreau. Parce qu'ils avaient été condamnés, et voilà, fin de l'histoire. Il est arrivé, ils ont retourné l'histoire, et finalement, les mecs ont été graciés. Non, ça ne me va pas, moi. Mais il me semble que les enfants aussi ont été interrogés pendant des heures. Par Dupond-Moretti, ils faisaient même faire pipi dans la culotte. Caca, pour reprendre les mots. Caca aux petits-enfants qui se déféquaient dessus pendant l'interrogatoire. Il fait peur, Dupond-Moretti, il fait sa grosse voix. Mais c'est des interrogatoires de plusieurs heures, des gamins qui vont qui en jusqu'à se plus faire avaient été placés dans le box des accusés, soi-disant. C'est quand même le monde à l'envers, quoi. Mais dire que ça n'existe pas, c'est ne pas écouter la parole des victimes, tout simplement, des enfants. Ben oui, mais ça date d'Outreau. On a dit, ah ben non, les enfants peuvent mentir, la preuve Outreau. Alors que les enfants, ils ont quand même été indemnisés Outreau. Alors très peu, 20 000 € chacun. Alors que les acquittés, 300 000 €. Et donc, les acquittés, c'est assez bizarre. Donc on a un procès où finalement, il n'y a que des acquittés. De l'autre côté, il y a des enfants reconnus comme victimes, mais alors qui les a violés? On ne sait pas. Ah si, juste la mère et son mari, Madame Badawi et Monsieur Delay. Terminé. Alors que c'était un réseau avec 55 personnes qui venaient aux soirées organisées chez les Delay Badawi. Puis finalement, la justice en a exclu certaines. Bizarrement, tous ceux qui étaient un peu dans la haute société, il en est resté 13 qui étaient le plus important, c'était un huissier. Mais on n'a pas vu les gens qui passaient à la Tour du Renard s'amuser un peu le soir avec les gosses. Entre 13 et 55, la différence, c'est 32. 32 déjà disparu. Des personnes connues pas connues. Enfin, avec des rôles dans la société importants, où ça devenait extrêmement compliqué. Donc déjà, protection à tous les niveaux, on laisse tomber. Et suite à tout ce Barnum inventé, entre autres par Dupond-Moretti, la parole de l'enfant n'a plus été écoutée par les tribunaux. Et c'est ça qu'on veut aussi, que la loi change, qu'on soit obligé d'écouter la parole des enfants. Un enfant n'invente pas ça. Un enfant invente des conneries, mais il n'invente pas papa m'a mis son zizi dans la bouche, non. Non. Ça pose la question du rôle actuellement, plus on est haut, plus on a des déviances au final. Est-ce que plus on a d'argent, plus c'est souvent le cas dans les affaires qu'on voit actuellement? Je dirais, alors ça c'est, oui, je crois que c'est intrinsèque parce que le pouvoir donne le pouvoir et l'argent. Mais le pouvoir, même sans avoir énormément d'argent, le pouvoir au niveau local, le pouvoir même d'un avocat, d'un médecin, d'un juge. Il n'y a pas que Paris, il y a la France.
Et en province, bien souvent, il y a des petits cénacles qui se créent, comme ça, entre les bourgeois se rencontrent, s'aiment bien, sont ensemble, etc. Et c'est pareil aussi au niveau de gens plus simples. Hein. Mais bon, ils se font des petites soirées, des petits trucs, et puis ils mettent un peu de piment, et puis on se lâche un peu, et puis tiens, il y avait une mineure, ah bon, il y avait mais c'était une fugueuse, oh mais qu'est-ce qu'elle faisait là-bas, enfin, et puis et comme ça ils se surveillent. En fait, c'est un grand système de chantage entre eux, et c'est ça qu'on voit là. C'est encore un grand système de chantage. C'est-à-dire, je te tiens, tu me tiens par la barbichette, et rien ne bouge. D'où l'omerta. Il y a également une affaire qui est en train de ressortir, celle de Raël. Raël, oui, parce qu'il y a une... Raël a échappé à tout. Alors c'est peut-être parce que, comme il a rencontré les Elohim. Peut-être qu'il le protège. Il le protège, il est protégé par les Elohim. Mais en tout cas, le gars, il échappe à tout. Mais manque de bol, là, il y a un livre qui sort d'une ancienne adepte, qui était d'ailleurs adepte malgré elle, puisqu'elle était née dans le cadre de la secte. Donc, elle était raélienne malgré elle. Et elle était devenue, elle le raconte dans son livre, le jouet sexuel de Raël dès le plus jeune âge. Et donc là encore, c'est assez bizarre de se dire que, alors qu'il y a eu un nombre incalculable de plaintes contre les Raéliens, que finalement, il n'y a pas eu un vrai procès des Raéliens, et que finalement, c'est loin, maintenant ils sont au Canada, on laisse faire. Bon. Moi, je trouve ça... Mais enfin, c'est pareil. Il y a d'autres histoires là, dans ce numéro-là. Il y a l'affaire quand même de Cobert. Philippe Cobert, un acteur, mais alors, hyper respecté, véritablement. Il a eu 3 Molières, c'est un peu... enfin, je sais pas, il vient de l'écurie Mnouchkine, il est considéré un peu comme un totem vivant dans l'intelligentsia et tout. Bon, on découvre que ce mec, et on le découvre comment ? Parce que deux de ses ex-fiancées parlent, et elles sont restées longtemps avec lui. Il faisait venir des mecs par petites annonces qu'il publiait sur Internet pour violer sa fiancée pendant que lui regardait en se masturbant. Et ensuite, ça l'avait excité, donc il la prenait. Mais il a fait venir des centaines d'hommes. Des centaines d'hommes. Et, alors là, il est mis en examen. Évidemment, présomption d'innocence. Il y a quand même les témoignages de la fille. Et après, si on cherche un peu, s'ils font une enquête, les centaines d'hommes, on va les retrouver. S'ils font une enquête ? Pour l'instant, il n'y a pas d'enquête. Hein. Il est juste mis en examen. Ils vont peut-être déclencher une enquête. Ce qui est fou, c'est toute la France s'est émue du drame de Mazan. Madame Pellicot, violée par, c'est pas des centaines, c'est 50 hommes recrutés de la même façon par le mari. Mais il a pris 20 ans ferme. Mais il est électricien. Il n'est pas un mythe du théâtre français. Donc, est-ce qu'il y aurait 2 poids 2 mesures ? Est-ce que quand c'est un électricien, l'enculé, allez, 20 ans de prison, et quand c'est le mogul... Ce serait fou si... s'il échappe à ça, c'est ça serait fou. Ça serait fou. Vu la différence d'âge, qui en plus, visiblement, c'était 14-39, puis maintenant c'est 14-47, bientôt ce sera 14-74, on ne sait pas. Et puis là, il se rend compte que Merle est dans le bouquin, donc c'est la meilleure pote d'Olivier Duhamel, donc il dégage Elisabeth Guigou. Et puis là-dessus, il crée la Civise et il met le juge Durand. Et il se dit, on le nomme, c'est une commission, les commissions ça sert à rien, on s'en fout. Sauf que le juge Durand se met à travailler. Oh putain. Un homme de conviction. Ouais, et il le fait. Il propose 78 mesures au bout de 3 ans, et on le remercie, c'est-à-dire dehors. C'est le cas de le dire, on le remercie. Va te faire foutre, juge Durand.